Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo spéciale Lisons l'Asie. Donc la dernière fois, vous avez eu droit à ma palle, à nos palles en fait, puisque vous avez aussi des palles des personnes dans le chat. Pour cette édition 2023 du challenge que j'ai présenté, donc je ne vais pas refaire une présentation, vous pouvez voir la précédente vidéo. Et cette fois, j'ai décidé de vous faire un top 30 de mes meilleures lectures asiatiques. Donc de la 30e à la première, à la best, à la fin. Alors, on va pas se mentir, il y a beaucoup de Japon. Il y a beaucoup de Japon, il y a pas mal de Corée du Sud, il y a très peu de Moyen-Orient, voilà, même d'Asie centrale, même enfin voilà, en dehors de l'Asie de l'Est, en dehors de l'Asie de l'Est, il n'y a pas énorme. Voilà, je m'en excuse, mais bon, voilà, c'est, j'allais dire ma spécialité, non, mais ce que je préfère lire. Voilà, c'est ce que je préfère lire. Mais ça n'empêche pas que, au fur et à mesure des années, je me diversifie un petit peu quand même. Je me diversifie. Mais forcément, voilà, depuis, ça fait... mon histoire avec la littérature japonaise, notamment, a démarré il y a 20 ans. Avant avec les mangas, mais au niveau des romans, ça a démarré il y a 20 ans, ouais, et du coup, voilà, j'ai lu pas mal, j'étais à fond dans tout ce qui était japonais, pendant un temps, alors, ouais. Du coup, forcément, il va y en avoir quelques-uns. Donc, comme d'habitude, je suis avec les copines dans le chat, voilà, que je vais laisser, d'ailleurs, voilà, bah, si jamais elles ont aussi des recos à faire, pourquoi pas. Voilà. Et du coup, bah, je vous propose d'attaquer immédiatement. Et c'est parti. On commence ici. Voilà, j'ai fait simple. Les images qui défilent. J'ai pas fait de PowerPoint et tout ça. Déjà beaucoup de choses à faire. Donc on commence avec le 30e de ce top. C'est l'Empire d'écume. Il fallait que je mette une fantaisie. Voilà. Je lis peu, c'est vrai, c'est pas mon genre de prédilection, la fantaisie, j'en lis très peu. Mais quand il y a quelque chose d'original, quand il y a un aspect politique, voilà, j'aime beaucoup. Et là, donc, dans ce tome 1 de l'Empire d'écume, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart, j'ai beaucoup aimé l'originalité de... C'est pas l'originalité de l'histoire, c'est l'originalité du lore, du bestiaire, tout ça. En fait, on est... on est... Alors, excusez-moi d'avance pour les pitchs qui vont pas être très parfaits, parce que souvent, c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps. Mais voilà, donc on est dans un monde imaginaire. Alors, c'est vraiment que des îles. Voilà, c'est que des îles. Et on a un empereur, alors c'est très, ça ressemble beaucoup à l'ancien empire chinois en fait, c'est vraiment inspiré de ça, c'est pas mal inspiré un peu de la mythologie chinoise. On a un empereur qui manie la création en fait d'un bestiaire avec des os, avec des morceaux d'os d'êtres humains en fait. Donc il prend des morceaux d'os et il leur donne des indications, un peu comme une intelligence artificielle en fait, voilà, ils ont des ordres à suivre et du coup ils créent des créatures comme ça, c'est absolument génial cette idée. Et donc il a deux potentiels successeurs, sa fille et son fils adoptif, donc sa fille naturelle et son fils adoptif, qui vont plus ou moins concourir entre eux pour savoir qui est le meilleur, voilà. Et en parallèle, le souci, c'est que pour le peuple, voilà, le peuple commence un peu à se rebeller contre ça, parce que le problème, c'est que pour faire ces créatures, on utilise des os d'êtres humains, et les humains dont on prélève ces bouts d'os, en fait, deviennent des légumes. Voilà. Forcément, c'est pas bien cool. Et donc, il va y avoir un peu voilà, une insurrection. Voilà, je n'en dis pas plus, je ne vais pas entrer trop dans les détails, sinon ça va être trop long, mais en tout cas,
C'était absolument génial. Et donc, je me suis prévu le tome 2. Ça fait déjà un petit moment que j'ai lu le tome 1. Il était grand temps que je sorte le tome 2. Donc, je me le suis prévu pour le Lisons l'Asie de cette année. Vous l'avez vu. Dans la palle, voilà, exactement. C'est vraiment hyper original, cette fantaisie. Et... ouais, voilà, j'ai adoré. Puis, il y a un côté politique très poussé aussi. Et il y a des twists. Il y a des très très bons twists dans cette fantaisie. J'adore quand il y a des twists, moi, dans la fantaisie. Voilà pour celui-ci. Ensuite, oula, pourquoi il est tout petit? J'ai bien fait attention de prendre des grandes trucs et celui-là est tout petit, bizarre. Mince, ça va pas ça. Bon, tant pis, vous le voyez quand même. C'est le problème à 3 corps de Liu Cixin. Donc pareil, il fallait que je mette un peu de SF aussi. Donc Liu Cixin, qui est un écrivain chinois. Donc en fait, le problème à 3 corps, c'est de la hard SF, attention, c'est assez complexe. C'est assez complexe. En fait, on est à l'époque de la révolution culturelle. On est sur plusieurs temporalités, hein, mais voilà, principalement sous on va parler de la révolution, voilà, on va surtout parler de la révolution culturelle en Chine, qui n'a pas apporté que des bonnes choses, en fait. Il y a une grosse critique politique aussi de la part de l'auteur. Et puis, on va suivre 2 protagonistes principaux. Donc, une femme qui est une scientifique qui cherche à envoyer des messages dans l'espace, qui cherche une forme de vie, en fait. Et puis, en parallèle, on a un homme qui, lui... alors, je me souviens plus trop de son background, par contre... mais ce que je me souviens, c'est qu'il va intégrer un espèce de jeu en réalité virtuelle. Et on va suivre un peu ses aventures dans cette espèce de jeu. Et en fait, les deux arcs narratifs vont finalement se regrouper de façon extrêmement géniale. Et voilà, je ne saurais vous en dire plus parce que, voilà, franchement... il faut être accroché quand même pour lire ce roman. Alors, c'est un tome 1. J'ai pas encore lu le tome 2. J'avoue que voilà, il faut s'accrocher, mais franchement, c'est absolument génial, hyper original. Pareil, voilà, des révélations de ouf là-dedans. Donc, voilà, je vous le conseille si vous êtes quand même familiarisé avec la SF. Parce que là, c'est vraiment de la hard SF. Voilà. Mais oui, ça peut faire peur. Mais après, franchement, quand on est dedans, quand on a compris un peu l'univers, les protagonistes, tout ça, ça va. Je pense qu'il faut prendre des petites notes. Voilà, qui machin, qui fait quoi, etc. Et après, on arrive à se retrouver. Voilà, pour celui-ci, ça m'énerve que l'image soit de mauvaise qualité, mais bon, voilà. La chambre rouge des Dogawa Rampo. Alors, c'est un recueil de nouvelles. Et c'est un des tout premiers livres japonais que j'ai lu, en fait. Alors, pour mettre le contexte, c'est pas le premier. En fait, le premier, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en gros, quand j'ai lu le premier, qui est une saga, je suis tombée... voilà, moi, j'adorais déjà la culture japonaise. Je lisais beaucoup de mangas, je regardais des films, etc. Et du coup, je me suis dit, waouh, en fait, les romans japonais, c'est génial. Et en fait, pour remettre un petit peu le contexte, la petite histoire, c'est que à l'époque, donc j'étais en stage à Paris, ça doit être en 2004 ou 2005. 2005. C'était en 2005. En 2005, j'étais en stage à Paris et il y avait la Samaritaine, à l'époque, oui, ça existait encore, la Samaritaine. Je ne sais pas si elle a rouvert un jour, la Samaritaine, d'ailleurs, parce qu'elle a fermé pour travaux pendant des années. Faisait une petite exposition spéciale Japon. Et moi, j'étais là, bah super, j'y vais. Moi, j'étais à fond, manga, tout ça, machin. Et parmi tout ce qui était exposé et notamment à vendre, il y avait des romans japonais. Et comme j'avais déjà été assez enjaillée par la saga que j'avais lue, et que en plus, bah voilà, je me suis dit, tiens, je vais découvrir d'autres romans japonais. Et donc, j'avais acheté celui-ci, notamment.
et quelques autres, dont un autre qui viendra un peu plus tard aussi. Et voilà, et c'était un recueil, et là c'était un recueil de nouvelles. Alors, et j'étais absolument ébahie par le style et surtout le côté très Hitchcockien, en fait, de Edogawa Rampo, en tout cas dans celui-là. Vraiment, alors, c'est teinté d'érotisme, hein, c'est teinté d'érotisme, voire de perversion sexuelle. Alors attention, âme sensible s'abstenir, voilà, c'est vrai qu'Edogawa Rampo, alors pas dans toutes ses œuvres, hein, voilà, mais celle-là, ouais, il y a un peu des trucs un peu, un peu cringe, mais purée, mais les histoires à la Hitchcock, avec les fins complètement tordues et horribles, et waouh, c'était génial, franchement, voilà, donc je conseille fortement ces nouvelles-là de la Chambre Rouge d'Edogawa Rampo. Et Edogawa Rampo, en fait, c'est un auteur extrêmement connu au Japon. Donc il est décédé maintenant, hein. Ses livres ont 100 ans, ou une centaine, enfin un siècle, ouais. Et Edogawa Rampo, en fait, ça se prononce, quand on le prononce à la japonaise, ça se prononce pareil que Edgar Allan Poe, en fait. Donc voilà, c'est son pseudonyme, parce qu'il fait aussi des trucs un peu fantastiques, horrifiques, tout ça. Bon, moi, je le connais surtout dans sa partie polar, quand même, hein, vraiment. Voilà pour celui-ci. Et donc, ah bah, je les ai mis les deux à côté, en fait. Donc, un des autres que j'avais adoré, un de ceux que j'avais adoré aussi à cette époque-là, c'est La Voix de Seicho Matsumoto. Et pareil, c'est un recueil, enfin pareil, c'est aussi un recueil de nouvelles, mais par contre, c'est pas le même style. Avec Matsumoto, on est plus dans le polar pur et dur. Mais alors, c'est ce qui m'a ouvert la voie vraiment vers le polar japonais classique, c'est-à-dire celui qui a le sens du détail, toujours. Voilà, c'est toujours, tous les détails comptent. J'adore ça, j'adore les côtés très puzzle et tout, machin. Alors attention, parce que là, ce train, il est parti. Enfin, je pense au train parce que c'est dans un autre de Matsumoto, mais Tokyo Express. Mais voilà, c'est le train, il est parti à telle heure. Et en fait, dans Tokyo Express, c'était ça. Et en fait, à ce moment-là, il était arrêté là. Et donc, on pouvait pas voir de l'autre côté du quai à cette heure-là. Et donc, il y avait tout un truc comme ça. Et j'étais là, mais what? Mais c'est génial. Enfin, voilà, c'est tout. Et donc là, voilà, ces nouvelles, c'est vraiment des trucs comme ça. On est dans du polar très calculé, très voilà, j'adore ça. J'adore ça. Et puis il y a aussi un petit peu des fins à la Hitchcock aussi, même si c'est surtout Edogawa Rampo qui est plus spécialiste de ça. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé la voix de Seicho Matsumoto. Voilà. Ah oui, tu cites des SF, Karine. Il y en a plein, hein. Moi, je conseille toujours pour démarrer la SF de commencer par des dystopies, voilà. Parce que les dystopies, ça reste ancré dans le réel. Et avant de lire du space opéra et machin qui sont peut-être plus ardus. Donc voilà. Totalement Magda, totalement, mais c'est les ancêtres de Higashino, hein, Edogawa Rampo et Seicho Matsumoto, hein, vraiment, Keigo Higashino, j'allais dire il a rien inventé, si, parce qu'il a quand même son propre style, mais c'est vrai que voilà, il s'inscrit un peu dans cette lignée aussi. Donc voilà, ensuite, alors il va y avoir beaucoup de Piquier, hein, forcément, parce que Piquier est un peu spécialisé dans la littérature asiatique. La submersion du Japon, bah voilà, tiens, de la SF, de Sakio Komatsu. Alors, bon, on est beaucoup dans le Japon, hein, là, hein, à part les deux premiers. Les deux premiers, c'était plutôt chinois. Donc là, c'est Japon. Et donc, on est dans un... Alors, c'est pas un post-apo, c'est un roman d'anticipation, on va dire ça, voilà, un roman d'anticipation. Un roman catastrophe, on pourrait dire. Puisque dans cette histoire, en fait, les scientifiques... Alors, il va y avoir des énormes séismes. Alors, évidemment, Japon,
Japon, c'est un pays très habitué au séisme, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font des murs en papier, voilà, puisque du coup, c'est moins dangereux quand il y a un séisme, ça risque beaucoup moins de s'écrouler. Et là, mais là, il va y avoir vraiment des très, très, très gros séismes un peu partout dans le pays. Et donc, les scientifiques vont étudier ça et vont se rendre compte que, d'après leurs prévisions, leurs calculs, en fait, le Japon va être submergé dans très peu de temps. Alors, je ne sais plus le laps de temps, par contre. Et en fait, tout le livre... Alors, attention, je préviens d'avance, si vous voulez un truc... comment dire... très dans l'action, très... voilà... catastrophe, hein, un peu comme les films américains. Non, pas du tout, du tout. Ne vous attendez pas à ça. Ne vous attendez pas non plus à un survival. C'est pas du tout ça. Là, on est vraiment sur un truc très, très, très scientifique et ancré dans le réel et aussi très politique. Puisque, c'est pour ça que je préfère prévenir parce que, voilà, faut vraiment aimer ça. Puisque on va vraiment suivre donc l'évolution évidemment de ces séismes, des calculs des scientifiques, etc. Et il va y avoir, alors comme dans les films catastrophes, il va y avoir le scientifique qui prévient tout le monde, mais il y en a qui ne le croient pas et tout. Bon là, il va y avoir un consensus qui fait qu'on va finir par les croire, et là en fait va s'enclencher quelque chose de beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire si le Japon est submergé, que fait-on des habitants? Coucou Malo, comment ça va? Donc voilà, si le Japon est submergé, que fait-on des habitants? Et donc c'est là qu'apparaît l'aspect très très politique du livre, c'est immigration, tout ça, tout ça. Voilà, donc j'en dis pas plus hein, pour pas trop raconter, pour pas spoiler. Mais voilà, on est dans un aspect quand même plus, plus politique, plus alarmiste, scientifique, tout ça, mais extrêmement réaliste, puisque bon, avec le réchauffement climatique, hein, on peut avoir ce genre de scénario qui se profile. Voilà, sachant que c'est un roman qui date, si je me trompe pas, il doit dater des années 70 ou 80. Donc voilà, un peu visionnaire le bonhomme quand même. Avec, ouais, j'ai choisi spécialement cette couverture-là, il y a d'autres couvertures, mais c'est ma couverture préférée. C'est pour ça qu'elle n'est pas en super bonne qualité, parce que je ne l'ai pas trouvée en meilleure qualité, mais c'est ma couverture préférée avec la grande vague de Kanagawa d'Okusai. Voilà, puisque j'adore j'adore ce tableau, j'adore cette estampe. Voilà. C'est très beau et c'est très bien pour illustrer ce livre. Ensuite, purée, pourtant, hein, voilà. Bon, c'est pas ouf, mais... Darkwater de Koji Suzuki. Ouais, j'ai pas trop réussi. Je me demande s'il est encore édité, celui-ci. Quand on galère à trouver des couvertures potables, c'est qu'en général, c'est plus réédité. Alors, Koji Suzuki, je vais en reparler plus tard. Mais Darkwater a été adapté en film. Et aussi, évidemment, il a été repris, il a été remaké par j'allais dire les Japonais, non, justement, les Américains. Voilà. Évidemment, mais qui en ont fait un nanar. Merci Sophie, coucou, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Voilà, je crois même pas l'avoir vu, la version américaine, et en même temps, je me rappelle que j'avais vu la bande-annonce et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Encore une fois, ils ont absolument rien compris au film, puisque ce film, ce livre, parce que là, du coup, c'est le livre. J'ai lu, en fait, j'ai vu le film avant de lire le livre. Mais ce livre est moins un livre horrifique qu'un livre triste, en fait. Et ça, les Américains, ils ont rien compris. Alors eux, à part foutre des jumpscares toutes les 2 secondes. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais il fallait que je fasse un aparté là-dessus. Donc, Darkwater, en fait, on va suivre. Alors, je crois que c'est une... il me semble que c'est une jeune maman célibataire, si je me trompe pas. Je l'ai lu, celui-là, je l'ai lu vraiment il y a 20 ans, quoi. Voire plus.
Ça fait partie vraiment de mes toutes premières lectures. Qui emménage dans un immeuble, ou du moins, ou qui habite en tout cas dans un immeuble. Et un jour, voilà, il y a l'eau qui va devenir toute noire. Enfin, il va y avoir vraiment y avoir des trucs chelous avec des cheveux qui sortent et tout. Enfin, absolument dégueulasse. Et en fait, voilà, il va y avoir toute une enquête, entre guillemets, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et ça va être un peu un truc de fantôme, en fait. Hein. Mais du coup, voilà, ce qui reste à découvrir, c'est l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Et c'est pour ça que je dis, en vrai, c'est une histoire assez triste. C'est une histoire assez triste. Plus que... Et c'est ça qui est bien avec les Japonais, c'est que souvent, leurs histoires d'horreur, il y a vraiment... C'est pas juste de l'horreur pour faire de l'horreur. Il y a vraiment une histoire derrière. C'est ça que j'adore, en fait. C'est que tous leurs fantômes... Parce qu'il faut savoir que les Japonais ont très, très, très peur. Salut Stéphane. Oui, c'est vrai que Séverine, elle a... J'aime bien parce que voilà, maintenant c'est moi qui ai une bonne connexion et c'est Séverine qui a une connexion. Non, bon, ça va pas durer de toute façon. Oui, voilà, exactement, Stéphane, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est extrêmement triste et j'étais en train de dire que, voilà, les Japonais, il faut savoir que les Japonais ont très, très, très peur des fantômes. Mais vraiment, c'est vraiment leur gros flip. Et du coup, ils adorent faire des films d'horreur avec des fantômes. Mais dans leurs histoires, donc que ce soit les livres ou les films, hein, d'ailleurs, il y a toujours le fantôme a toujours une véritable histoire et c'est pas juste oui j'ai été assassiné machin, c'est pas juste ça quoi, c'est vraiment, il y a vraiment toute une histoire derrière et c'est tellement génial et voilà, et du coup c'est souvent très très triste, en fait c'est souvent très très triste, voilà, parce que ben c'est pas juste des fantômes qui sont là bouh je suis méchant. C'est ça qui est bien. Et oui, le film est absolument excellent, évidemment. Voilà, pour Darkwater. Je sais pas s'il est encore édité. Ben, en tout cas, je le conseille. Ensuite, 13 marches de Kazuaki Takano, que j'ai lu assez récemment et qui avait été mais une excellente surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais à, donc oui, un thriller un peu judiciaire, mais je sais pas, je m'attendais à ce que ce soit un peu chiant à lire. Je sais pas pourquoi, j'avais ce préjugé sur celui-là. En fait, le pitch vous allez me dire, mais pourquoi tu l'avais alors si le pitch te tentait pas plus que ça, mais parce que c'était japonais peut-être. Mais je sais pas, le pitch, voilà, sur la peine de mort et tout ça, ouais, bof, pas très envie. Et puis en fait, c'était absolument génial. Donc on suit un jeune homme en fait qui est libéré de prison après avoir purgé une peine, je crois, de quelques années, parce qu'il a, pour homicide involontaire, il a tué quelqu'un en se défendant en fait. Quelqu'un qui avait provoqué, et voilà, ils s'étaient battus les deux, et puis au final, voilà, il l'avait tué. Bref, et donc les jurés ont estimé qu'il ne méritait pas la peine de mort pour ça, surtout que des témoins avaient dit que voilà, c'était l'autre qui l'avait vraiment, qui l'avait provoqué, qui s'était jeté sur lui. Bref, peu importe. En tout cas, voilà, il est libéré de prison. Il a purgé sa peine. Et donc, il est sous liberté conditionnelle, en fait, hein, au Japon. Attention, voilà, au Japon, ça rigole pas. Hein. Si t'as fait une peine de prison, t'es surveillé de ouf. Et si tu fais la moindre petite incartade, le moindre petit excès de vitesse, on te refout en tôle. Voilà, ça c'est fait. Coucou Véro, j'espère que tu vas bien. Et donc, du coup, il est suivi par un tuteur. Je me rappelle plus des prénoms, hein, je suis désolée, mais voilà, il est suivi par un tuteur. Je crois que c'est... Je me demande si c'est pas Junichiro. Non, j'ai peur de dire une bêtise. Bon, bref. Il est suivi par un tuteur. Et son tuteur va lui proposer un boulot. Voilà, en fait, parce que... Coucou Émilie, comment ça va? Surtout que, voilà, en fait, c'est un boulot qu'un avocat a proposé donc au tuteur, et le tuteur propose donc à notre protagoniste de l'aider. Et le boulot en question, c'est que cet avocat doit défendre un homme qui est accusé de meurtre.
et il est persuadé que cet homme est innocent. Et il va demander donc au tuteur d'enquêter, de trouver la vérité en fait. Parce qu'il a, en fait, il va le mettre sur des pistes hein, en particulier. Bon, bref. Et donc les deux vont enquêter là-dessus. Et va s'en suivre toute une réflexion finalement. Donc évidemment, il y a l'enquête hein, qui est extrêmement intéressante parce que, encore une fois, le souci du détail, voilà, avec les petites révélations qui vont bien, tout ça, tout ça. Mais en plus, il va y avoir une grosse réflexion autour de la peine de mort qui était hyper intéressante et de la justice japonaise d'une façon générale. Voilà. Et donc voilà, un roman à portée très sociétale, qui ne prend pas complètement parti non plus, parce que l'auteur voulait pas trop se mouiller non plus, mais qui propose vraiment des pistes de réflexion très intéressantes. Ouais Magda, j'espère que ça va mieux. Voilà. Ça a vraiment été une excellente surprise. Alors, Le jour du chien noir de Song Si-woo, qui cette fois est un roman coréen. Alors, Le jour du chien noir, en fait, en soi, au niveau de l'intrigue, c'est assez classique, puisque il va y avoir des suicides. Je crois que c'est ça. Je suis en train de réfléchir, en fait. Non, il n'y a pas que des suicides. En tout cas, il y a des morts. Et il va y avoir une enquête. C'est fou parce que forcément, ce que j'ai retenu du livre, en vrai, c'est pas l'enquête en elle-même, c'est tout le message du livre. Donc c'est pour ça que j'ai pas la mémoire de exactement est-ce que c'était des suicides, des meurtres. Il y a un peu des deux, je crois. Bon, bref, il va y avoir des morts et il va y avoir une enquête. Et en fait, l'enquête, enfin on va comprendre qu'il y a un point commun entre tout le monde qui ramène à un espèce de gourou qui prétend soigner la dépression sans médicaments, sans voilà, donc avec une méthode un peu sectaire hein, au final. Donc on va avoir ces deux grosses thématiques finalement, thématique de la secte. Alors c'est pas vraiment une secte hein, comme on peut l'imaginer, mais quand même, voilà, c'est anti-scientifique et tout, donc ça va être très très critiqué. Et voilà, et toute la réflexion autour de la dépression. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai adoré parce que, bah voilà, Song Si-woo, elle remet les bases. Et en fait, c'est un truc finalement anti-complotiste, anti-science, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, et qui réhabilite un petit peu le côté médicinal hein, voilà, de la dépression, puisque la dépression, c'est une maladie, c'est extrêmement bien expliqué dedans. Merci Charline pour ton suivi. Voilà, donc j'ai adoré toute cette partie-là, vraiment. Et puis l'enquête est intéressante, voilà, je vous dis, il y a quand même tout un truc derrière. Mais voilà, bon après, celui-ci, je pense qu'il faut vraiment quand même être touché par la thématique pour apprécier le livre. Voilà, donc c'est pour ça, moi j'avoue que voilà, en tant que concernée, j'ai vraiment apprécié la réflexion de l'autrice. C'est une autrice, hein, Song Si-woo. Donc coucou Cricri, coucou Kat, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être pas Magda parce que je pense que bon il y a des noms qui se ressemblent aussi en coréen parce que je suis pas sûre qu'elle en ait fait d'autres des connus Song Si-woo ou plutôt Si-woo Song puisque c'est Si-woo son prénom en l'occurrence, mais toujours les japonais, les coréens, les chinois c'est toujours inversé. Je sais bien Stéphane. Mais je précise parce que ça, c'est pas le prénom est pas forcément parlant dans les prénoms coréens. Donc là, en l'occurrence, c'est une autrice. Mais dans tous les cas, ça aurait été un auteur, j'aurais tout autant aimé, hein, évidemment, puisque là, voilà, c'est vraiment toute la réflexion autour de la dépression qui m'a et pourquoi ce titre. Voilà, j'ai adoré cette phrase dans le livre. C'est que pourquoi le chien noir. La dépression, c'est un chien noir puisque en fait, on ne peut pas s'en débarrasser et donc il faut l'apprivoiser. Voilà. Sinon, elle vous attaque.
En gros, c'est un peu ça. Donc la dépression, c'est une maladie à apprivoiser, puisque voilà, c'est une maladie qu'on a à vie, quoi. Hein. Il n'y a pas de... ça ne part jamais complètement, c'est toujours là, mais c'est toujours en, en arrière du cerveau, voilà, c'est endormi, on va dire, dans les meilleurs moments, et donc c'est les moments où on a réussi à apprivoiser le chien noir. Voilà, j'ai adoré cette réflexion. Voilà. On reste dans le noir. Je n'ai même pas fait exprès. On reste dans le noir avec la ronde noire de Misa Yamamura. Alors, bah, pareil, roman policier, enfin pareil, pas pareil que le précédent, mais pareil que le style que j'aime, le polar japonais. Voilà, là on est vraiment là-dedans. Ah, j'ai beaucoup... Ah, quelle histoire. Quelle histoire, la ronde noire. On est dans un polar très... alors pas cosy, parce que voilà, on n'est pas dans un truc très gentil, hein, mais très posé. Un peu à la Agatha Christie, où vraiment, voilà, il va y avoir... Alors ça commence par un meurtre, après il va y en avoir d'autres. Et c'est une héroïne. Voilà, l'autre, c'est une autrice et c'est une héroïne. Et voilà, sachant que le livre date un peu aussi, donc c'est quand même assez rare que ce soit une femme qui enquête. Donc voilà, il faut le souligner. Au Japon, c'est assez rare. Et là, c'est une héroïne qui enquête, puisque c'est son propre fiancé. Il me semble que c'est le premier à mourir. Voilà, qui va être tué. Et donc, elle va enquêter sur le truc. Et... Putain, c'est un truc de fou, quoi. Parce que c'est des meurtres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres en apparence. Et en fait, on va comprendre pourquoi, comment. C'est génial. Coucou Karine. J'espère que ça va. Je sais pas à combien je suis par contre. Hein. Voilà, j'ai pas compté. Mais voilà, donc excellente enquête, parfaitement bien ficelée, qui fait référence. Alors, je vous dirai pas le titre du livre parce que évidemment ça spoilerait, mais qui fait référence à un classique de la littérature noire, qui est aussi d'ailleurs écrit par une autrice. Voilà, ça réduit le champ des possibles parce que mine de rien dans les classiques de la littérature noire il n'y a pas tant d'autrices, mais bon, en tout cas c'est voilà, c'est vraiment inspiré de ce roman, sauf qu'elle est allée plus loin encore et voilà, c'est vraiment, et d'ailleurs j'avais deviné un peu le truc en vrai, mais mais j'ai adoré, j'avais deviné le truc voilà, je me suis dit ah tiens c'est comme dans machin. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit encore plus, voilà, encore plus poussé. Voilà pour celui-ci. Il est assez court, hein. Il se lit très très bien, celui-là. Coucou Laurence, ça va très bien et toi? Donc, on reste dans le polar japonais avec Higashino. Alors, ça va pas être la seule fois où il va être cité, hein, je vous le dis comme ça, évidemment. Le nouveau, alors... C'est un tome 2, mais les tomes pouvant se lire indépendamment. J'ai mis celui-ci. J'ai adoré son premier qui était... son premier. Le premier de cette saga qui était Les Doigts Rouges. Mais j'ai encore plus préféré celui-ci, le nouveau. Parce que, c'était trop bien foutu encore. J'adore. Mais quelle imagination à chaque fois. C'est un truc de fou quand même. Donc là, le principe du truc, c'est que en fait, donc il y a un meurtre dans un quartier. Et donc, c'est l'inspecteur Kaga, donc qui était le héros déjà l'inspecteur dans Les Doigts Rouges, qui va enquêter. Et en fait, j'adore cette couverture, je la trouve magnifique, elle est vraiment très belle. Et en fait, le truc, c'est que, ce qui est trop génial, c'est qu'en fait, il va interroger tous les foyers de ce quartier. Et dans chaque foyer, il va y avoir une sous-intrigue. Voilà, une sous-intrigue avec une sous-enquête. Et que à chaque fois, l'inspecteur Kaga va résoudre. Et à la fin, tout va s'emboîter.
Si ça, c'est pas un roman puzzle, je sais pas ce que c'est. Mais c'est un truc de foufinou. Franchement, franchement, mais quelle excellente idée d'avoir fait ça. Et donc, chaque chapitre, c'est une mini-enquête dans un foyer en particulier. Hop, qui va être résolu. Et après, à la fin, bim, tout va se regrouper, tout va s'emboîter pour avoir la réponse finale du meurtre. Pouah. Voilà. Fabuleux, fabuleux, le nouveau de Keigo Higashino, franchement, mais... Voilà. Le génie. Cet homme est un génie, cet auteur est un génie. Vraiment. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai encore prévu de le lire, là, pour les en Asie, parce que... Je le lis au compte-gouttes. Je le lis au compte-gouttes, parce que ils sont courts, en plus. Enfin, pas tous, sont pas tous courts, mais certains sont courts, et du coup, je voudrais pas avoir tout lu trop rapidement. Ah, mais franchement, Malo, bah là, c'est pareil. Ah ouais, mais il est très, très fort. Il est très, très fort, Higashino. Voilà. Ouais, ça change. Complètement. Complètement, on est... C'est trop bien pour les gens qui adorent... Higashino, voilà, c'est trop bien pour les gens qui adorent un peu le cozy mystery, mais quand même un peu moins cozy. Mais voilà, les trucs à la Agatha Christie et tout, et qui en même temps aiment bien aussi le côté révélation du thriller, un peu plus, voilà. C'est entre les deux, quoi, en fait. Hein. Je trouve ça génial. Et puis, moi, voilà, pour les gens qui adorent la logique comme moi, très très fan des trucs de logique et tout, bah, c'est trop bien. Trop trop bien. Parce qu'en plus, tu peux t'amuser aussi, toi, à essayer de deviner des trucs et tout. J'avais deviné hein, certains trucs, dans certains, vous savez, les mini-intrigues, du coup, j'avais deviné certains trucs. Mais c'est vachement bien fait. Voilà. Les Doigts Rouges, c'est le tome 1, ouais. Tout à fait. De l'inspecteur Kaga. Et d'ailleurs, il me semble que son dernier de Keigo Higashino, là, que j'ai pas lu, c'est le tome 3. Le truc des divinités, je sais pas quoi, là, les 7 divinités, quelque chose. Il me semble, hein, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble. Voilà. Donc, retour sur Edogawa Rampo, qui, voilà, lui aussi mérite d'être cité plus d'une fois, puisque c'est un des plus grands écrivains japonais, hein, on va pas se mentir. Le démon de l'île solitaire, alors là aussi, pareil. Ah là, c'est l'explosion dans le cerveau. Salut Amel, j'espère que tu vas bien. Ah vraiment, c'est le truc de ouf. Voilà, donc le démon de l'île solitaire, ça démarre avec un meurtre en chambre close. Alors ça, les Japonais, ils aiment bien les meurtres en chambre close, et Edogawa Rampo en particulier d'ailleurs, il aime bien ça. Là, ça démarre, voilà, un meurtre en chambre close. Voilà, c'était fermé de l'intérieur, personne ne pouvait entrer. C'est une femme, je crois, qui a été tuée. Comment c'est possible? Et donc, il y a un inspecteur qui va enquêter là-dessus. Et petit à petit, son enquête va le mener sur une île où il y a des personnages un peu spéciaux. Voilà. Et franchement, moi, pendant tout le long de roman, alors je vous le dis, c'est pas spoilant de le dire, je pense, parce qu'on sait jamais. Tiens, je viens de percuter que le chat a disparu, là, c'est bizarre, ça. Attendez. Ah, mais c'est bon, vous voyez pas. Je veux juste corriger un petit truc. Et donc, en fait, pendant tout le livre, je pensais vraiment que ça allait être fantastique. Mais j'espérais en même temps que ça ne le serait pas. Parce que j'avais vraiment envie de lire. Je me disais, ouais, meurtre en chambre close, machin. J'avais envie que la résolution soit pas expliquée par un truc fantastique. Et franchement, ça flirte de ouf avec le fantastique. Mais c'est jamais fantastique. Et donc, tout est expliqué de façon rationnelle. Et c'est là où c'est le génie aussi, quoi. Voilà. Genius. Et surtout, là, on est au-delà de l'enquête, puisque, en fait, on va être avec l'histoire, le background de l'inspecteur, qui va avoir un gros lien, finalement, avec l'enquête.
Et il va apprendre des choses sur lui-même, en fait, qui sont absolument folles. Et il y a tout un historique, et il y a tout. Et donc, c'est lié aussi au personnage chelou sur cette île-là. Il y a un côté il y a un petit côté île du docteur Moreau aussi, j'ai trouvé. Mais c'est pas fantastique. Je préviens de suite. Voilà. Et franchement, mais quelle excellente idée. Alors, attendez, hop. Je vais juste faire ça. En fait, on va l'enlever. Mince. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais meubler en passant à la suite. Donc, les 4 enquêtrices de la supérette Gongsun de John Gunwoo, pardon. Alors, pareil, c'est censé un peu être finalement... Putain, pourquoi je peux pas... Nouveau dossier, c'est pas du tout ça que je veux faire. Plus... Ah, voilà. Excusez-moi, hein. Je finis juste ça. Donc, c'est censé être un Cozy Mystery. C'était présenté vraiment comme un Cozy Mystery. Je sais pas pourquoi, ils ont pas mal joué là-dessus. Je pense que Matin Calme avait envie de faire son Cozy Mystery. Et comme c'est pas un truc très courant, hein, finalement. Putain, je peux pas... On va devoir faire autrement. Désolée, hein, je bute sur des petits détails à la con qui me trigger. Allez savoir pourquoi. Mais c'est pas grave. Et donc, en fait, c'est pas du tout cosy. Enfin, alors, si, il y a une partie cosy dans le sens où Cozy Mystery, dans le sens où ce sont 4 femmes qui n'ont rien du tout à voir avec la police, détective privé, rien du tout. C'est juste des femmes au foyer, quoi, en gros. Hein. Donc voilà, il y a ce côté-là du Cozy Mystery, mais il n'y a pas du tout le côté gentillet, drôle, tout ça, même s'il y a un petit peu d'humour quand même, mais voilà, c'est pas non plus... voilà, non, on est sur un truc quand même assez poussé au niveau du thriller. Pour moi, c'est un thriller, hein. Pour moi, c'est clairement un thriller. Donc, dans cette histoire, on va suivre donc 4 femmes. Elles sont toutes... C'est un peu des femmes au foyer désespérées, hein, vraiment, voilà. C'est un peu les Desperate Housewives, mais version pauvre et version coréenne. C'est vraiment ça. Et en fait, elles ont donc une 5e amie qui, elle, a une situation encore pire que la leur puisqu'elle est battue par son mari. Donc voilà, quand je vous disais que c'était pas gentillet, déjà ça commence comme ça. Elle est battue par son mari. Et donc ses amis n'en peuvent plus de cette situation. Le problème, c'est que, bon, bah, évidemment, la police en a rien à battre, voilà. Et en fait, elles se disent la seule solution, c'est que cette femme retrouve son indépendance financière. Et pour ça, il faut de l'argent. Et donc, elles se mettent en tête, ces 4 femmes, d'enquêter sur un individu, pour retrouver un individu qui pose problème puisque c'est un exhibitionniste. Oui, pardon, hein, désolé pour le truc, c'est que je remets la police, voilà. Normalement, en faisant ça, ça devrait marcher. Ou pas. Ou pas. Bon, c'est pas grave. Il n'y aura pas le chat. Parce que sinon, je suis obligée de... Il faudrait redémarrer, mais j'ai pas envie de redémarrer. Oh, tant pis. C'est pas très grave. Excusez-moi pour cette petite interruption. C'est pas très pro. Donc, voilà, c'est un exhibitionniste qui sévit dans la résidence de ces femmes, de ces 5 femmes. Et donc, il y en a, voilà, elles ont été plusieurs à en être victimes. Et déjà, voilà, première chose que j'ai trouvée, alors deuxième chose même que j'ai trouvée géniale, puisque la première, c'est, voilà, Merci Amel, j'avais pas vu du coup, parce que du coup, je faisais autre chose. Merci pour ton abonnement, merci beaucoup.
puisque voilà, toute la thématique des violences conjugales était intéressante. Et puis ensuite, il y a eu cette thématique de l'exhibitionnisme. Et là, c'était cool parce que j'avais peur. Je m'attendais à, comme on est censé être dans un cosy mystery, voilà, j'avais peur d'avoir un humour à la Agatha Raisin, vous voyez, et j'avais un peu peur. Oui, oui, vous le voyez, le chat, mais vous voyez pas Non, mais je sais, c'est très con, pardon. C'est nul. C'est pas du tout important. C'est juste moi, c'est pour ça que je vous dis, c'est des points de détail. C'est qu'en fait, il n'y a pas écrit le chat au-dessus. Et en fait, ce qui me trigger, l'espace du coup qu'il y a entre le début du chat et le haut, là, vous voyez. C'est parce que là, il est censé y avoir écrit le chat. Je sais, c'est con. J'ai perdu. Je vous ai fait perdre votre temps juste pour ça. Et au final, il n'y a pas. Voilà, pardon. Bisous, Malo. Merci d'être venu. Et donc du coup voilà, oui, donc pour revenir sur l'exhibitionnisme, j'avais peur que voilà que l'auteur, parce que c'est un homme en plus, que l'auteur en fasse un sujet léger, rigolo, voilà, rigodo, c'est rigolo et il monte son kiki, voilà. Sauf que non, pas du tout. Au contraire, voilà, il insiste vraiment, l'auteur, enfin du coup les protagonistes expliquent que ben en fait ce sont des agressions sexuelles, que c'est très grave, que c'est très problématique, que c'est traumatisant pour les femmes ayant été victimes. Et je trouve ça, je trouvais ça génial. Et puis, donc elles vont enquêter, mais à tout ça va se rajouter un tueur en série. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Bah, c'est comme les Desperate Housewives, hein. Tout arrive dans la même résidence, là, voilà. Ça fait beaucoup, mais c'est là que voilà, les choses vont vraiment devenir très, très sérieuses et très flippantes. Et j'avoue que franchement, ce livre, il m'a vraiment tenu en haleine. Il y a des scènes, voilà, je le redis à chaque fois que j'en parle de ce livre, mais il y a vraiment des scènes, une en particulier notamment, où j'ai arrêté de respirer, tellement il se passait un truc de ouf, on était dans l'action et tout, j'avais trop peur pour les protagonistes. Mais vraiment, et je me suis rendu compte, j'ai lu la scène d'une traite, et je me suis rendu compte à la fin de la scène que j'avais arrêté de respirer, quoi, que je retenais vraiment littéralement mon souffle. Donc voilà, c'est pas c'est pas banal, c'est pas rien de le dire pour un livre comme ça, et voilà. Donc on n'est pas dans du cozy mystery, on est dans un pur thriller, vraiment, et j'ai adoré. Voilà. Alors on change vraiment de style avec de la SF, j'ai envie de dire historique. L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, qui est un auteur chinois, d'origine chinoise en fait, je crois qu'il est américain d'origine chinoise. Et en fait, dans cette histoire, alors, on est presque plus dans de l'historique que de la SF, parce que la SF est un prétexte finalement, puisque en fait, on va avoir... des scientifiques ont créé une machine donc à remonter le temps. Mais en fait, voilà, il va être possible de remonter le temps en tant qu'observateur. Et ils vont s'en servir, donc c'est des scientifiques chinois, ils vont s'en servir pour réhabiliter le peuple chinois qui en fait a été qui avait été colonisé à un moment par le Japon. Alors c'est une partie de... C'est pas la Chine entière, c'est une partie de la Chine qui s'appelle la Mandchourie, qui s'appelait la Mandchourie, en tout cas. Coucou Asma, merci beaucoup, merci. C'est gentil. Ouais, moi la fin m'a pas dérangée parce que à partir du moment où on fait abstraction de ça, moi c'était vraiment l'histoire, tout ce qui s'est passé que j'ai trouvé génial. Donc voilà, la Mandchourie a été colonisée par le Japon, et en fait le Japon a vraiment opprimé ce peuple au point d'en faire des esclaves, et donc ils ont énormément notamment violé les femmes, tout ça, enfin voilà, c'était vraiment un truc horrible de chez horrible. Et le souci c'est que le Japon ne s'est jamais excusé pour ça, voilà. Alors que c'était clairement crime de guerre immense, quoi. Enfin voilà, c'était dramatique. C'était presque un génocide. Et donc, dans cette histoire, en fait, voilà, les scientifiques chinois vont montrer la preuve.
Parce que les Japonais ont toujours nié, non seulement ils ne sont pas excusés, mais ils ont nié avoir commis toutes ces atrocités pendant la colonisation. Un peu comme les Français en Algérie, en fait, hein, on va pas se mentir, mais bon, voilà. Et du coup, bah, voilà, les scientifiques vont montrer les images. Voilà, regardez, et donc on va assister comme ça aux atrocités. C'était... Et en plus, je l'avais écouté en audio, mais j'étais en mode... Et je m'attendais tellement pas à ça. En vrai, je m'attendais pas du tout à ça, parce que moi, je m'attendais à de la SF, genre, ok, ça va, voilà, on va remonter le temps, tout ça, machin. Ok, super. Je savais même pas de quoi ça allait vraiment parler, en fait. Et j'étais, mais choquée. Merci, Amel. Bisous, Martine. Bonne nuit. Merci d'être venue. J'étais absolument choquée parce que j'écoutais, en l'occurrence. Et voilà, ça m'a vraiment marqué. Et je me dis, mais c'est... Enfin, c'est tellement génial de se servir de ce prétexte de la SF. Parce que Kel Yu, c'est un auteur de SF, hein, quand même. Hein. Mais c'est génial de se servir de ce prétexte de la SF pour faire un truc historique et pour réhabiliter des vérités historiques au final. Puisque bon, même si, évidemment, on n'a pas la preuve ultime, enfin, bon, je pense qu'il y a eu assez de témoignages, d'écrits, tout ça, machin, pour savoir ce qui s'est passé. Hein. C'est comme, voilà, c'est comme la Shoah, c'est comme... on le sait, donc à un moment, il faut arrêter de nier l'évidence. Mais voilà, mais ouais, les Japonais, là en plus, c'est fou parce que ça va très bien avec... j'ai failli le mettre, le cycle d'Imjin, dans mon top 30, mais j'en parlerai dans mon prochain bilan lecture. Mais comme c'est pas écrit par une autrice asiatique, je préférais mettre... oui, j'ai oublié de le dire au début, mais je préférais mettre que des livres écrits par des auteurs asiatiques ou d'origine asiatique. Parce que, voilà, même si, bien sûr, les livres qui se passent en Asie, ceux qui sont pas, dont les auteurs sont pas asiatiques, ça rentre dans Lisons l'Asie, mais là, c'était vraiment pour faire un top vraiment de mes lectures asiatiques. Donc voilà. Ouais, et donc voilà, du coup, le cycle d'Imjin, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est pas en Chine, c'est en Corée, mais pour dire que le Japon a vraiment commis des atrocités de ouf. Mais vraiment. Ils étaient absolument horribles. Voilà pour celui-ci. Alors, le retour de mon chouchou. Voilà, mon chouchou, un de mes auteurs préférés, Keigo Higashino, bien évidemment, avec La maison où je suis mort autrefois. Alors, celui-ci, il est un peu différent de ses autres polars, on va dire. Parce que Higashino n'a pas fait que du polar thriller, mais celui-là, il est un peu différent puisqu'on est plus... On est moins dans un polar que dans un thriller psychologique. Puisque, en fait, l'histoire, donc, c'est un jeune homme dont la petite amie, à qui la petite amie fait appel parce qu'elle a hérité d'une maison. Alors, je ne sais plus qui c'est, qui est décédé, bref. Elle a hérité d'une maison. Et en fait, dans cette maison, elle va trouver un journal intime. Je crois que c'est le journal intime d'un petit garçon, si je ne me trompe pas. Et voilà, il y a des trucs très, très, très mystérieux dans ce journal. Et elle va appeler donc, notre protagoniste pour l'aider à enquêter sur qu'est-ce qui a pu se passer dans cette maison. Et vraiment, pur thriller psychologique. Au-delà de l'enquête sur ce qui s'est passé, parce que voilà, il y a tout un background, il y a tout, et puis pourquoi c'est lié à elle aussi, quel est son rôle dans cette histoire, etc. Enfin voilà, c'était génial aussi, pareil, la construction. Ah purée, mais cet homme est fabuleux. Voilà, que vous dire de plus que à chaque fois, il arrive tellement bien à imbriquer les choses. Et puis, purée, il a tellement pas besoin de faire des twists surréalistes. Moi, j'en peux plus, j'en ai marre. C'est pour ça que j'adore retourner dans le polar, le thriller japonais, parce que j'en ai tellement marre de la course au twist et des trucs complètement invraisemblables. Ça me saoule. Et là, c'est tellement crédible, tout est travaillé. Keigo Higashino, il a vraiment le sens du détail. Rien n'est laissé au hasard.
Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est le master. C'est le master, c'est le génie. On adore. Voilà. Et franchement, jusqu'à présent, alors évidemment, ça doit exister, les gens qui n'aiment pas cet auteur, hein, voilà, j'en doute pas, mais jusqu'à présent, je n'ai vu que des retours dithyrambiques sur cet auteur. Parce qu'il est très fort. Alors c'est vrai qu'à force de dire, c'est toujours le piège, c'est à force de dire il est génial, machin et tout, les gens ils risquent d'être déçus. Ouais, bah oui. Après, voilà, attention, ça ne reste que du polar. Enfin là un petit peu thriller psychologique, mais quand même un peu polar aussi. On n'est pas dans des trucs complètement... Voilà, si vous aimez les thrillers complètement rocambolesques avec 40 milliards de twists, c'est sûr qu'il faut pas lire Keigo Higashino. Voilà, si vous aimez tous les machins comment il s'appelle, à Sébastien Fitzek ou Michel Bussy, faut pas lire Keigo Higashino. C'est pas le même style du tout. Voilà, je préfère prévenir quand même. Mais si vous aimez les trucs carrés et les puzzles, allez-y. Voilà, et c'est une ambiance. C'est vrai que c'est une ambiance cri-cri, totalement. C'est exactement ça. C'est pas le même style. Ah ben, tiens, en parlant de pas le même style, voilà, alors Moyen-Orient un petit peu. Même si du coup j'ai appris récemment que l'Afghanistan c'était pas tout à fait dans le Moyen-Orient, c'était plutôt dans l'Asie centrale, mais bon voilà. C'est quand même une culture arabe, musulmane et tout ça, donc c'est vrai que ça a rapproché du Moyen-Orient. Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hashimi, donc dans lequel on va suivre une femme qui va... Alors, toute la première partie du livre, en fait, ça va nous raconter... Donc, c'est une femme afghane, hein, voilà, en Afghanistan. Toute la première partie du livre va nous raconter son histoire, son enfance, etc. Tout ce qu'elle a vécu, son mariage, machin. Jusqu'à l'arrivée des talibans au pouvoir. Donc, c'était dans les années 90, la première fois, puisque là, maintenant, il y a une deuxième... la première fois que les... On dirait que je souris quand je dis ça, mais je souris pas du tout. Hein. C'est plus un rictus écœuré. Voilà, la première fois que les talibans sont arrivés au pouvoir dans les années 90. Et donc, ça va être la scission un peu de l'histoire. Et là, à partir de là, en fait, elle va devoir... En fait, son mari va être arrêté. Parce que, soi-disant, contre le pouvoir, tout ça. Et elle va vouloir fuir. Et on va suivre sa fuite avec ses enfants. Voilà. Et je pense que ça dit tout. Voilà. Ça dit tout. J'aurais pu mettre aussi, c'est vrai, les cerfs-volants de Kaboul. Il aurait pu être en 31e place du coup. Mais j'ai une large préférence pour cette histoire-là. Parce que, je sais pas, point de vue d'une femme, parce que le côté immigration, le côté périple, il n'y a pas ça dans les cerfs-volants de Kaboul pour le coup. Vraiment le côté périple à travers voilà, le Moyen-Orient puis l'Europe pour arriver, parce que le but c'est d'arriver en Angleterre et tous les à côté, tout ce qui se passe pendant ce trajet. C'était très beau, très triste, très réaliste, extrêmement réaliste. Coucou Silou, j'espère que tu vas bien. Voilà, on comprend tellement voilà, ça nous donne de l'empathie. Alors bon, moi j'ai déjà très très empathe hein, là-dessus, mais voilà, j'ai pas eu besoin de ce livre pour comprendre le sort des migrants et pour m'en inquiéter. Mais je veux dire, voilà, ça nous met quand même, ça nous remet quand même en perspective et on comprend tellement tout ce que tout ce que ces migrants peuvent subir durant leur périple, quoi. Et donc tout ça pour se voir noyés dans la Méditerranée par des connards de génération identitaire. Bon, ça c'est pas dans le livre, hein, mais voilà, c'est malheureusement quelque chose. Bref, voilà. C'était très beau et très triste à la fois. Bon, celui-là, il est tout récent. Mais purée, ça a tellement été un coup de cœur que voilà, il rentre très haut dans le classement.
Peut-être que dans quelques années, je me dirais, ah, j'aurais dû le mettre plus bas, parce que forcément, comme il est frais dans ma tête, c'est un coup de cœur tout frais, donc je le mettrai haut. Voilà. Après, avec du recul, ça peut être différent. Mais bon, c'est pas grave, je le mets. Après, voilà, le classement, vous fiez pas trop non plus au classement. Hein, et c'est pas. C'est complètement subjectif, et évidemment, ça veut pas dire que tel livre est meilleur qu'un autre. Hein. Mais oui, il y a le côté immigration, mais il n'y a pas du tout le côté... Il y a le côté immigration, pas du tout le périple, en fait. Parce que, pour le coup, dans Le Cerf-Volant de Kaboul, il est assez aisé, le protagoniste. Et donc, il se retrouve assez facilement, finalement, aux États-Unis, d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas... Là dans... du coup, pour revenir sur... si la lune éclaire ou pas, là, c'est vraiment une femme, enfin, une mère et ses enfants qui quittent l'Afghanistan en mode à pied, enfin en mode voilà, c'est vraiment sans rien, et en essayant de traverser tous ces pays. Voilà, donc là c'est vraiment la thématique de l'immigration au sens pur et dur. Que dans Les Cerfs-Volants de Kaboul, c'est plutôt l'immigration dans le sens bon ben on vient d'Afghanistan et on subit le racisme aux États-Unis. C'est vraiment deux thématiques assez différentes finalement. Voilà ce que je voulais dire pour remettre les choses dans leur contexte. Mais après, je recommande très fortement aussi Les Cerfs-Volants de Kaboul, évidemment. Et donc, pour revenir sur l'école des bonnes mères de Jessamine Chan, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, puisque bon, j'en ai parlé assez récemment. Donc, en gros, on est dans une petite dystopie où la surveillance est accrue, et surtout autour des mères MERES, qui n'ont absolument pas le droit à l'erreur, et notre héroïne Frida, parce que là du coup je me rappelle du prénom contrairement aux autres, Frida, qui est d'origine chinoise, donc ça se passe en Amérique, va se retrouver donc dénoncée par ses voisins parce qu'elle s'est laissé sa fille de 18 mois toute seule pendant 2 heures je crois pour aller chercher un truc à son boulot. Et donc, elle va se voir confisquer la garde de sa fille, et elle va être enfermée dans une école spéciale où on va lui apprendre à être une bonne mère, et elle va devoir s'exercer avec des dizaines d'autres mamans sur des robots. Voilà, elles devront s'exercer sur des robots avec une intelligence, donc avec une apparence totalement humaine, avec une intelligence artificielle pour devenir des bonnes mères, évidemment. C'est hyper anxiogène. C'est vraiment un mix, voilà, comme il est dit dans le livre, sur la 4e de couverture, pour une fois que je suis d'accord avec les références, puisque j'ai lu les deux, c'est un mix entre La Servante écarlate et Orange is the New Black. C'est totalement ça, puisqu'on va y avoir tous les faits autour de l'enfermement, en fait, hein, voilà, et tout le côté anxiogène de la dystopie. Voilà, donc c'était absolument génial. Et puis pourquoi je le mets là, parce que à la limite si c'était juste parce que l'autrice a des origines asiatiques, je l'aurais pas mis, parce que je voulais que ça soit un petit peu représentatif quand même, mais c'est parce que l'aspect du racisme est très présent aussi dans le livre, voilà, puisque donc l'héroïne aussi est d'origine chinoise comme l'autrice, et voilà, il va y avoir un côté très impactant là-dedans, puisque notamment parce que sa fille du coup va être récupérée par le père qui est blanc, et donc va évoluer dans une famille blanche alors que elle-même n'est pas blanche, et donc il y a tout un aspect sociétal autour de ça qui est très intéressant. Voilà pour celui-ci que je vous recommande absolument fortement. J'ai vraiment adoré, vraiment. Pas pour rien que Obama l'a élu parmi les livres de l'année, voilà. Ensuite, alors, un peu plus léger, alors du coup il y a les deux, mais c'est deux en un, hein. Un peu plus léger, mais non moins quand même sociétal aussi. Et je le mets très haut, c'est pas pour rien, parce que vraiment, j'ai vraiment adoré cette duologie, et j'ai adoré ces thématiques, donc K-pop confidentiel et K-pop révolution de Stéphane Lee, où on va suivre donc une jeune fille qui est d'origine américaine, donc c'est en Corée, hein, elle est d'origine américaine, mais elle est par contre elle est bien
Elle est coréenne, hein, voilà, donc quand elle vivait en Amérique, elle était d'origine coréenne. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, elle est bien coréenne, mais elle est née en Amérique. Voilà, par contre, ses parents sont coréens. Elle est née en Amérique et elle va participer à, je crois que c'est un genre de télécrochet en fait, qu'elle va remporter et donc elle va venir vivre en Corée. Bisous Aurélie, merci d'être venue. Bonne soirée, bonne nuit. Et elle va revenir vivre en Corée donc pour pouvoir vivre sa passion, ou du moins tenter de vivre sa passion, puisque elle va juste gagner le droit d'entrer dans une école de ce qu'on appelle des trainees, qui sont en fait des élèves aspirants à devenir des idoles de K-pop. Tu vois bien? Ah oui, Yasuna, oui, tout à fait, toi tu vois bien. En tant que française d'origine coréenne. Voilà, oui, mais c'était un peu compliqué à dire. Elle est coréenne d'origine américaine, du coup on imagine qu'elle est blanche, alors que non, elle est pas blanche en fait. Mais voilà, c'est un peu compliqué. C'était un peu complexe à expliquer. Et donc, du coup, voilà, elle va se retrouver à intégrer cette école où elle va devoir travailler dur pour pouvoir intégrer, pour pouvoir avoir l'espoir de peut-être, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, voilà, d'intégrer un groupe de K-pop. Et donc, on va suivre tout son parcours. Et en fait, ce livre, enfin, cette duologie, alors dans le tome 2, je spoil un peu, mais en même temps, bon, voilà, c'est un peu logique, on s'y attend, quoi. Dans le tome 2, par contre, ça y est, elle a intégré un groupe. Voilà. Et donc, en fait, cette duologie va être une énorme critique. Oui, belge, pardon. Excuse-moi, Yasuna, l'insulte. Pardon, Yasuna, je sais que t'es belge en plus. Mais c'est le réflexe. Ah ouais, là, c'est l'insulte. Total. Pardon, Yasuna. Belge, bien évidemment. Donc voilà, ça va être une énorme critique je vais y arriver, de l'industrie, ouais, chercher le terme, de l'industrie musicale coréenne et notamment bah, voilà, de la K-pop, hein, complètement. Puisque donc, on sait que les idoles de K-pop signent des contrats qu'on appelle des slave contracts, c'est-à-dire que en gros, ils doivent bosser 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Ils ont un jour de repos dans le mois. Voilà, enfin, c'est un truc de ouf. C'est un truc voilà. En plus, il y a tout le côté sexiste du truc, puisque les filles, elles ont encore moins de chance. Elles doivent pas manger parce qu'il faut qu'elles restent ultra maigres. Hein, voilà, sinon c'est pas drôle. Enfin, voilà, donc on les affame. Et voilà, donc on va suivre comme ça les péripéties de cette jeune fille qui s'appelle Candace, maintenant je me souviens, Candace, qui va donc subir tout ce truc totalement esclavagiste en Corée. Voilà, c'était passionnant. C'est du young adulte, mais alors, qu'est-ce que c'était génial. Et franchement, c'est pas très gentil, hein. Vraiment, ne vous attendez pas à juste genre alors oh ben voilà, c'est des trucs d'ados, elles vont un peu se friter entre filles, il va y avoir une petite romance et tout. Non non, on est au-delà de ça, on a vraiment une grosse critique sociétale. Donc c'est vrai, et donc qu'elle soit trainee ou qu'elle soit idol dans un groupe, c'est le même problème à chaque fois. Et en fait, le but de Candace, c'est d'arriver à révolutionner ce système, mais malheureusement, tout va aller de travers, ça va être encore pire que prévu. Enfin bref, voilà, c'est génial. Génial, j'ai tellement adoré cette duologie. Ah, je la relirai bien, tiens. On reste en Corée, mais on change vraiment de style avec Les Enfants du Silence de Ji Young-gong. Où là, j'ai envie de dire que la duologie d'avant, c'était un peu tiré de faits réels aussi, hein, puisque voilà, on est complètement. On suit l'histoire d'une ado comme il en a existé des tonnes et comme il en existe encore aujourd'hui, hein, en Corée, chez les trainees.
Mais là, c'est vraiment, là, on est vraiment dans une histoire inspirée de faits réels, donc une histoire qui a vraiment existé, où en fait, on va suivre un professeur qui est nouvellement arrivé dans une école spécialisée, qui est une école pour les enfants sourds et malentendants. Et donc voilà, ce prof, il a été appelé ou il a postulé, je sais plus. Bref, il arrive en tant que nouveau professeur. Et déjà, première surprise qu'il a en arrivant, c'est que il se rend compte, parce que lui, du coup, il a appris la langue des signes exprès. Recoucou Laurence. Il se rend compte que il est le seul membre du personnel, que ce soit enseignant ou pas d'ailleurs, à parler la langue des signes. Et donc ça l'étonne, il se dit mais personne n'a fait l'effort. Voilà, et les enfants du coup sont étonnés qu'ils parlent la langue des signes, mais ils sont super contents, c'est la première fois qu'enfin on s'intéresse un peu à ce qu'ils disent. Donc là déjà, premier truc un peu cringe, j'avais dit mais pourquoi, voilà. Et plus ça va aller, et plus il va se rendre compte que le sort de ses enfants est absolument horrible, en vrai, dans cette école. Voilà, c'est complètement de la maltraitance, des abus, des viols, etc. Voilà, donc alors, je ne spoil pas, hein, c'est la thématique du truc. Et donc à partir de là, à partir du moment où il va découvrir la vérité, il n'aura qu'un but, c'est de révéler, voilà, de révéler les choses. Mais le souci, c'est que tout le monde a le bras long dans cette école. Voilà, donc personne ne va écouter le professeur et donc on va suivre comme ça son combat pour arriver à sauver ses enfants. Voilà. Mais je te l'avais donné, Laurence, je te l'avais donné sur Twitch, Laurence, déjà, il n'y a pas longtemps. Tu me l'avais demandé il y a quelques jours. Et en plus, je t'ai dit, ça suffit, tu m'as déjà fait un colis. Rajoute rien. Ça suffit, Laurence. Mince, qu'est-ce qui me fait? Ah oui, il m'envoie le truc de mon téléphone, du coup. Donc voilà, pour ce roman qui était hyper dur, voilà, quand on sait que c'est vraiment arrivé, c'est ultra choquant, c'est tellement triste pour ses enfants. Voilà. Alors, La leçon du mal de Yusuke Kishi. Oh là là, mais celui-là aussi, mais quel truc de ouf, vraiment. Donc, ce roman, en fait, il est en 3 parties. Dans la première partie, on va suivre. Alors, c'est 3 parties qui se suivent, hein, y a pas de, elles ne sont pas séparées, mais disons que l'ambiance est différente dans les 3 parties. Dans la première partie, en fait, on va suivre un professeur dans un lycée. C'est un professeur qui est vraiment le professeur préféré des élèves. Voilà. Il est beau gosse, il est très avenant, il est très aidant, il fait tout, voilà, il se soucie vraiment du bien-être de ses élèves, il remet à leur place les profs qui sont problématiques, etc. Oui, je suis ok, je sais pas avec quoi je dois être ok, Laurence, mais je suis ok avec tout ce que tu dis. Donc voilà, le professeur parfait que tout le monde adore, etc. Et donc pendant voilà le premier tiers du roman, on va suivre un peu. En fait, c'est un peu la présentation finalement des personnages, donc des élèves qui vont être importants, des enseignants, du personnel, du lycée, etc. Et puis commence à venir le truc, alors je spoile pas puisque c'est un peu la thématique hein, du livre, on commence à comprendre que ce prof-là, il est pas si gentil, il n'est pas aussi gentil qu'il voudrait bien le faire croire. Donc voilà, ça commence avec le fait qu'il va tuer un corbeau, parce qu'il y a des corbeaux qui viennent sous sa fenêtre croasser, ça le saoule, et il va faire tout un stratagème pour arriver à en électrocuter un, pour le tuer, mais c'est un truc de malade mental, et du coup, enfin non, j'aime pas cette expression parce que c'est très psychophobe, mais c'est un truc de psychopathe, on va dire.
Bisous Yasuna, merci d'être venue. Désolée de t'avoir traité de française. Et voilà, donc ça commence comme ça, tu te dis déjà, ok. Et puis après, en fait, ça va aller crescendo. Et donc, toute la deuxième partie, ça va être tous les petits trucs que ce prof va faire où on va se dire, ah ouais, il est un peu psychopathe ce prof. Et puis va venir la troisième partie, et là, j'en dis pas plus parce que j'étais tellement sur le cul. Mais franchement, vous ne pouvez pas vous attendre à ça. C'est pas possible. Je crois, franchement, j'étais mais tellement... Alors, voilà, le coup du personnage qui est psychopathe alors qu'il a l'air tout gentil, bah voilà, pervers narcissique, machin, on connaît. Mais alors ça, j'étais pas prête. Je n'étais pas prête pour ce final, enfin ce final qui dure quand même un tiers du livre, hein, mais je n'étais pas prête. Voilà, je peux vous dire que ça. What? Il n'y a que les Japonais pour faire un truc comme ça. C'est... Quoique ça aurait pu être un truc un peu américain aussi, mais quand même, voilà, truc de ouf. Bref, je peux rien vous dire. Je peux rien vous dire, parce que sinon je spoilerai, mais vraiment... Alors, un peu âme sensible s'abstenir quand même, mais parce qu'il y a des trucs un peu trash, mais purée, mais lisez ce thriller, quoi. Lisez ce thriller. Il est fabuleux. Et surtout, ne faites pas comme Katia, qui a pas voulu passer la première partie parce qu'elle se faisait chier. J'avais beau lui dire, mais putain, mais continue, s'il te plaît, continue, ça va devenir génial. Elle voulait pas me croire. Elle a pas voulu me croire. Donc ne faites pas comme elle. Croyez-moi et continuez de lire, même si le début, forcément, c'est les personnages qui se mettent en place et tout. C'est vrai, le début est un peu long. Mais alors après, ça coule tout seul et c'est génial. Voilà. Voilà. Je crois que Keigo Higashino, il aura été cité, parce que c'est pas la dernière fois qu'il est cité là. Je crois qu'il aura été cité 4 fois. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, 4 fois. Pour 4 romans au style finalement assez différents les uns des autres. C'est ça que j'aime aussi. Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino, là il sort de ses amours qui sont le polar, le thriller, pour aller vers le fantastique plutôt, alors pas feel good, hein, mais disons tranche de vie, enfin le feel good à la japonaise, quoi. Voilà, je sais pas comment vous présenter ça autrement. Il faudrait qu'il y ait un terme spécial quand c'est ça, tellement c'est particulier. Mais voilà, les miracles du bazar Namiya, en gros, on va suivre, alors je crois qu'ils sont 2 ou 3, je sais plus, c'est des délinquants au départ. Ils ont commis un petit braquage sur les braquets, je crois une supérette ou je sais pas quoi. Et ils vont se planquer dans cette boutique désaffectée qui était anciennement le bazar Namiya. Et en fait, sur place, alors qu'ils sont sur place, qui sont planqués, qui cherchent un moyen qui cherchent un plan pour sortir de là, ils reçoivent une lettre. En fait, il y a une lettre qui atterrit dans la boîte aux lettres. Et du coup, ils se mettent à la lire. Et ils se disent, tiens, c'est bizarre parce que la lettre parle de choses. Enfin non, je sais plus si c'est le cas dans la première lettre en fait. Hein. Mais en gros, ça parle de choses qui ont l'air de se passer dans les années 80, quoi. Ils comprennent pas trop si ça se passe de nos jours. Et en fait, il y en a un qui décide de répondre à la lettre. Et ils vont se rendre compte comme ça qu'à chaque fois, ils ont des réponses. Et ils ont d'autres lettres comme ça qui arrivent. Et en fait, ça va être tout un truc. Du coup, on va suivre les histoires différentes de ces lettres. Donc, il doit y avoir 3 ou 4 histoires comme ça en parallèle. Qui vont être, dont le fil conducteur finalement va être ces délinquants qui leur répondent et qui vont pas forcément leur répondre parce qu'en fait c'est des lettres qui demandent des conseils
Et ils vont comprendre en fait que ce bazar Namiya, avant, c'était un endroit où, enfin, entre autres, c'était une boutique, mais il y avait aussi ce truc de pouvoir conseiller les gens avec des lettres, de façon plus ou moins anonyme en fait. Et ils vont comprendre ça, mais sauf que eux, ils vont pas être des très bons conseils. Mais au final, enfin voilà, je veux pas, voilà, je veux pas spoiler, mais ça, ça va pas, finalement, voilà, tout ne va pas se passer comme prévu. Et je trouve ça génial et pas un peu longué. Ah putain, moi je me suis pas ennuyée une seconde. J'ai tellement adoré toutes ces histoires qui, bah, il y a un peu un côté, il y a un, plus, il y a un petit côté historique, un moment aussi, et puis bah voilà, il y a, enfin, ces histoires sont folles, et surtout, bah ouais, tous les échanges qu'il va y avoir avec nos héros là, enfin nos anti-héros d'ailleurs plutôt. Voilà, c'était. Et en fait, il y a un côté un petit peu effet papillon dedans, puisque on va un peu nous montrer, voilà, en gros, qu'est-ce qui se passerait si on faisait pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a tout un truc comme ça, un peu effet papillon. Je trouve ça génial, vraiment. Euh, Ah, merci Karine. Voilà, c'est ça en fait, ça va être toujours un peu les hypothèses. Alors, si on répond, si on donne tel conseil, qu'est-ce qui va se passer? En gros, c'est un peu ça. C'est extrêmement bien foutu, encore une fois, mais Keigo Higashino, mais voilà, il peut faire n'importe quoi, c'est toujours génial. C'est toujours génial. Il n'y a rien à faire. Voilà, donc cette couverture en plus, elle est sublime aussi. Génial. Bravo, Keigo Higashino. Alors, La mort en été de Yukio Mishima. C'est un recueil de nouvelles et ça a été ma découverte avec cet auteur. Et depuis, j'arrête pas de dire qu'il faut que j'en lise d'autres, mais j'en ai toujours pas lu d'autres, c'est bien. Mais en gros, voilà, bon, Yukio Mishima, c'est un personnage assez particulier puisque, voilà, donc déjà, il a vécu dans, sur une partie du XXe siècle. En fait, il est mort dans les années 70. Il est mort assez jeune. Voilà, il a vraiment vécu au milieu du XXe siècle. Et il a une histoire assez particulière, hein, puisque il était gay. Il était même, certains disent qu'il était même non-binaire. Et voilà, donc il avait vraiment une identité de genre et une orientation sexuelle assez, j'allais dire particulière. Voilà, assez, comment dire, je cherche le terme. Merde. Putain, je vais pas y arriver, ça m'énerve trop. Je déteste quand c'est ça. Pas indécise, pas du tout. Bon, c'est pas grave. En gros, il était pas dans des cases, quoi. Voilà, c'est plutôt un auteur queer. Voilà, pour résumer le truc. Mais malgré ça, il était hyper conservateur. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, qu'il s'est suicidé. Bref, voilà, je vais pas vous refaire l'histoire de Yukio Mishima. Et du coup, dans ce recueil de nouvelles, en fait, il va vraiment mettre beaucoup de lui. Et toutes les nouvelles sont extrêmement différentes, mais elles ont le point commun d'avoir une fin assez tragique et qui est assez ouverte aussi, qui laisse à réfléchir, en fait. Voilà, il aime bien les fins ouvertes, mais vraiment où tu dis, merde, qu'est-ce que je viens de lire là? Et qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est à toi d'imaginer finalement la suite, quoi. Mais et toutes ces histoires sont différentes et il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais notamment parce que c'est beaucoup sur la destinée des personnages, mais il y en a surtout une qui a été très très dure à lire, puisque justement, alors c'est d'autant plus hallucinant que lui-même s'est suicidé comme ça. C'est une nouvelle où il raconte le suicide d'un soldat qui ne veut pas trahir son pays parce qu'en gros on lui demande d'aller à l'encontre de ses valeurs
Et donc, il décide de se suicider. Et pour se suicider, il se fait harakiri. Il se fait seppuku. Voilà, le terme exact, en fait, c'est seppuku. Et seppuku, donc, c'est... tu t'ouvres avec ton sabre, tu t'ouvres en deux, quoi, du haut en bas, et ensuite dans l'autre sens. Et normalement, il y a une personne tierce, enfin une personne tierce, non, une personne pas tierce du coup, puisqu'ils sont que deux, donc une deuxième personne qui doit te décapiter ou te dégorger. Bref, voilà, sympathique. Coucou Ingrid, t'arrives en pleine décapitation. Merci, merci pour ton coucou, ton abonnement, merci beaucoup, et pour tes vœux, bien sûr. Donc voilà, et en fait le soldat, voilà, cette nouvelle, ça m'a vraiment traumatisée, je crois. Donc ça raconte le seppuku de ce soldat avec sa fiancée qui décide de se suicider avec lui, et c'est elle qui va le porter ben, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'était absolument atroce. Et en sachant que l'auteur s'est suicidé comme ça aussi. Voilà. Bref, c'était charmant tout ça. Bon, après, il y a d'autres nouvelles qui parlent pas du tout de ça. Il y en a même qui sont plutôt positives. Il y a une nouvelle aussi qui parle d'homosexualité, voilà, et il a vraiment mis de lui dedans. Enfin voilà, et c'est ouais, en même temps, non mais j'avoue, c'est trashouille, mais cette nouvelle, elle m'a du seppuku là, elle m'a retourné le cœur. Hein. Je crois que j'ai rarement été aussi. Pourtant, franchement, c'est fou parce que en vrai, j'en ai lu beaucoup des trucs trashouilles et tout, mais la plupart du temps, ça me fait ni chaud ni froid, même quand c'est du trash pour faire du trash, ça me saoule. Mais là, c'était tellement réaliste. Et tu sais que c'est arrivé énormément, quoi, voilà. Et donc, quand tu sais que l'auteur, en plus, a fini comme ça aussi, t'es, waouh, là, t'es là, ouais, ok. Voilà. Bref, c'était... c'est le moment. En tout cas, j'ai vraiment surkiffé son écriture et j'ai très hâte d'en lire d'autres de lui. Alors, pareil, duologie, ça va ensemble. Hein. Bonne nuit, maman, chute, c'est un secret. Parce que, en vrai, moi, j'ai préféré le tome 2 de So Mie. Mais je ne pouvais pas mettre le tome 2 sans mettre le tome 1 parce que je trouve qu'il faut vraiment avoir lu les deux. Voilà. Les deux peuvent se lire indépendamment, mais je trouve que le 2 va manquer de sel si on n'a pas lu le tome 1 avant, parce qu'il y a tellement un retournement de situation, parce que le tome 2 est un twist à lui tout seul, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que si on lit le tome 2 sans avoir lu le tome 1, il n'y a pas cette partie-là de révélation par rapport au tome 1. Voilà. Mais alors, ah ouais, c'est gros kiff. Gros kiff que cette duologie, et en particulier le tome 2, vraiment. Donc, bonne nuit maman. Alors, ne pas se fier à ce truc-là, le silence des agneaux coréens. C'est pas du tout le silence des agneaux coréens, c'est pas du tout le silence des agneaux tout court, en vrai, rien à voir. Le seul point commun avec le silence des agneaux, c'est que on va avoir un tueur. C'est même pas un tueur en série, en plus, je crois. Je sais plus si c'est un tueur en série ou si c'est juste il a tué sa mère. Enfin, bon, bref, on a un tueur. Qui fait appel à une jeune criminologue, psychocriminologue, je sais plus le terme exact. Pardon, mais bon, vous m'avez suivi, hein, donc une psychologue pour la police, quoi. Qui fait appel à elle parce qu'il dit, voilà, je ne veux parler, en fait, voilà, on veut le faire passer aux aveux, et il dit, je ne veux parler qu'à elle. Donc voilà, c'est le seul rapport, puisque effectivement, ça fait penser à Hannibal Lecter avec Clarence Sterling, voilà. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a absolument aucun autre rapport avec le silence des agneaux, et ça m'énerve ça, parce que du coup, il y a des gens qui sont passés à côté du livre à cause de ça, parce qu'ils s'attendaient à lire le silence des agneaux, alors que pas du tout. Et en fait, tout le propos du livre, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, pendant qu'elle va écouter l'histoire de ce tueur, le tueur, en fait, c'est un personnage complètement secondaire, il sert juste de prétexte. Pendant que donc notre héroïne, la psychocriminologue, va écouter l'histoire de ce tueur, elle va se rendre compte que son histoire, son enfance, etc., ça ressemble beaucoup
à l'histoire de quelqu'un qu'elle connaît. Je n'en dirai pas plus. Et du coup, là, elle va se poser la question sur est-ce que cette personne ne serait pas aussi un psychopathe? Voilà. Et est-ce qu'on peut naître psychopathe? Est-ce que voilà, c'est vraiment excellent voilà la réflexion, toute la réflexion qu'il y a autour de ça, et c'est ça qui est génial, et ça, et oui, voilà, et c'est pas le silence des agneaux, ça n'a rien à voir, surtout que le tueur, au final, il sert juste de prétexte à l'histoire, il est pas du tout, il fait pas du tout partie intégrante de l'histoire. Voilà, les protagonistes, c'est cette femme-là, cette psy, et donc la personne en question. J'ai pas envie de vous dire qui, parce que, mais même si, bon, en vrai, on le comprend très vite, hein. Mais il y a des gens qui ont dit, ouais, mais on devine déjà tout dès le début, mais c'est pas ça le truc, on s'en fout, c'est pas un truc pour faire du twist ou machin, évidemment qu'on devine, mais c'est tout le procédé pour arriver à là qui est intéressant, et voilà, et puis alors le tome 2, voilà, on part dans une toute autre thématique et je m'attendais pas du tout à ça et je m'attendais pas surtout à ce retournement de situation. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, bah, tous les gens qui ont dit ouais mais c'est trop facile dans le 1 et tout ça machin, bah là si vous lisez le 2, ah bah là ça change tout. Ah ça remet tout en question. C'est trop bien. Et ouais, et donc il va y avoir un tome 3, il tarde un petit peu à sortir. Mais qu'est-ce que j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte de lire ce tome 3, c'est clair. Et oui, les personnages sont géniaux, voilà. L'héroïne du 2, qui était dans le 1 aussi, qui était extrêmement importante dans le 1 aussi, j'adore son personnage. Et voilà, et puis ouais, l'ambiance, et puis tout. Cette autrice est fabuleuse, voilà. Voilà, et puis c'est féministe, et puis le tome 2 en tout cas surtout est très féministe. J'adore. J'adore, et puis l'autrice nous balade parce elle nous fait croire des trucs qui en fait se passent pas, et enfin c'est génial. Voilà, bref. Je passe parce que je traîne un petit peu, je voulais finir rapidement, mais... Donc celui-ci, je vous en ai beaucoup parlé aussi, voilà, Lait et miel de Rupi Kaur, qui est d'origine indienne. Bon, alors, voilà, c'est des poèmes en prose, il n'y a pas de vers, c'est en prose. Évidemment, voilà, si vous n'aimez pas la poésie, encore que, moi je ne suis pas spécialement fan de poésie, et pourtant, ça m'a tellement parlé, voilà, première page, j'étais déjà en larmes, ça c'est fait. Donc en fait, Rupi Kaur, elle va raconter un peu il y a 3 thématiques. Il y a la violence, l'inceste, voilà, qu'elle a subi quand elle était plus jeune. Il y a l'amour et il y a la rupture. Voilà. Bon, moi, c'est toute la partie, honnêtement, sur la violence et l'inceste qui est très, très féministe et qui m'a beaucoup parlé. Et je pense que même sans avoir subi d'inceste, il y a des choses qu'elle dit dans lesquelles toutes les femmes vont se reconnaître. Voilà, c'est vraiment... Et voilà, donc ça se lit très rapidement, hein. Je ne saurais que vous le conseiller. C'était extrêmement beau. Voilà. Oui, en plus c'est clair, Karine, t'as raison. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les fleurs du mal de Baudelaire, ou voilà, on est dans un truc très contemporain. C'est hyper facile à lire. Voilà, il n'y a pas de... ça peut parler à tout le monde, quoi. Voilà pour celui-ci. J'accélère un petit peu parce que bon, je me dis que je vais devoir rester un peu plus longtemps sur les premiers, donc ça va être compliqué. Anima de Wajdi Mouawad. J'étais obligée de le citer. Voilà, bon, le Moyen-Orient est très peu représenté. Parce que Wajdi Mouawad est d'origine libanaise. Il est canadien, mais d'origine libanaise. Mais il parle beaucoup dans ce livre, hein, de ses origines, du racisme et tout. Enfin voilà, il y a une thématique là-dessus. Mais on est dans un thriller assez particulier, puisque donc dans cette histoire on suit un homme qui est libanais aussi, d'ailleurs ça se passe au Canada évidemment, dont la femme va être assassinée.
Et on va suivre donc un truc assez classique, voilà, sa femme a été assassinée et il va se mettre en quête de l'assassin. Parce que là, tout va bien. Mais la particularité de ce roman, c'est que tous les chapitres sont racontés du point de vue d'un animal. Donc on va suivre toujours le même protagoniste, voilà, tout au long du livre, dans sa quête de retrouver l'assassin de sa femme. Et à chaque fois, à chaque chapitre, c'est un animal différent qui va raconter. Donc ça va être son chat au tout début, après ça va être une fourmi, un oiseau, un serpent, etc. Voilà, il va y avoir toujours... Avec chaque titre de chapitre, chaque chapitre aura pour titre le nom latin de l'animal en question. Donc déjà, des fois, il faudra deviner un petit peu ou aller chercher sur Google. Mais moi, j'aimais bien m'amuser à deviner quel animal c'est, en fait. C'était assez rigolo par rapport à ce qu'il disait et tout. Voilà. Il y avait un côté un petit peu enquête du lecteur. C'était, voilà. Et puis, voilà, déjà, le procédé est absolument exceptionnel. C'était magnifiquement bien écrit. Et puis, surtout, le message du livre, parce que finalement, voilà, il va retrouver l'assassin de sa femme, et on va comprendre le pourquoi du comment, etc. Et on va avoir, ça va nous raconter un peu l'histoire de cet homme, le passé, etc. Enfin voilà, il va y avoir tout un truc comme ça. Et au final, le message, puisque bon, on va suivre ces animaux, on va suivre la violence entre les animaux, mais le message final, ce sera que il n'y a pas plus violent que l'être humain. Voilà. Et c'était, mais extraordinaire, ouais, comme toi, Laurence, ça sera inoubliable pour moi, c'était extraordinaire. Et pourtant, il y a eu un passage, il y a eu un long passage où je me faisais chier un petit peu, c'était parce qu'il y avait tout un passage du point de vue d'un chien, très long, voilà, très très long du point de vue d'un chien, que j'avoue, j'en avais un petit peu marre. Mais je retiendrai pas ça, je retiendrai tout le reste, et c'était tellement... Ouais, là, pour le coup, on peut dire que c'était une claque, vraiment, parce que, ben voilà, enfin, ce message, cette violence dans le livre, attention, hein, vraiment, là, vraiment, âme sensible, s'abstenir, hein, attention, mais là, là, le truc, c'est que la violence, elle est vraiment réelle. Il est très, très réaliste, ce livre, au final, hein. Il est très, très réaliste. Et voilà, donc, ouais, lisez-le. C'était magnifique. C'était magnifiquement horrible et cruel, mais magnifique quand même, voilà. Et c'était très dur. Ouais, voilà, Mathilde, comme moi, petit passage à vide aussi, ouais. Mais ouais, dans l'ensemble, on peut retenir que le meilleur du livre, quoi. Voilà. C'est vrai, ce livre peut être qualifié de chef-d'œuvre, hein, honnêtement, hein. Franchement. Le jardin arc-en-ciel de Ito Ogawa. Ah là là, je trouve dommage que à chaque fois... Alors, c'est vrai que... Après, voilà, j'ai pas lu tout Ito Ogawa, mais à chaque fois que les gens citent Ito Ogawa, il n'y a jamais celui-là qui est cité. Alors qu'il est tellement génial. Dans cette histoire, en fait, on va suivre l'histoire d'amour entre deux femmes. Une mère célibataire et une lycéenne. Alors, je vous rassure de suite, elle est majeure, hein, voilà. Bon, c'est vrai que on peut se dire, une femme d'âge mûr, je crois qu'elle a une trentaine d'années. Et la lycéenne a 19 ans, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais voilà, une histoire d'amour entre ces deux femmes. La lycéenne, elle un peu plus de son père qui la saoule pour qu'elle fasse médecine, etc. Voilà, mais elle, ça lui convient pas, elle veut pas faire ça, elle en a marre de l'école et tout. Et la mère célibataire, elle est un peu en galère, voilà, pour élever son fils. Et donc les deux, je crois qu'elle a du mal à trouver du boulot aussi, d'ailleurs, je sais plus. Et donc les deux vont se rencontrer, vont s'aimer, et en fait, on va avoir comme projet de créer un gîte pour les personnes LGBT+. Je trouvais ça génial comme idée, en fait. Et donc, il va y avoir toute finalement une thématique autour de ça, mais aussi autour d'autres choses.
Il y a par exemple la thématique de la maladie, du deuil, enfin, il y a beaucoup de choses, de la parentalité aussi. Euh, Beaucoup de thématiques dans ce roman, mais c'était tellement beau, tellement, tellement beau. Et, et ce qui est fou, en fait, c'est là que... C'est avec ce livre où je me suis vraiment rendu compte que les Japonais, même quand ils traitent quelque chose de très triste, ils arrivent à le faire de façon positive, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Et vraiment, c'est genre... bah, c'est pas grave en fait, ah la mort c'est pas grave parce que ben il y a d'autres choses et puis peut-être que c'est une transition vers quelque chose et puis enfin voilà, il y a toujours tout un truc qui fait que ils sont toujours extrêmement positifs et alors pas tout le temps bien sûr, mais en tout cas dans ce genre de littérature comme ça, il y a toujours cet aspect là et du coup c'est on n'arrive pas, enfin on est triste mais en même temps bah, on est moins triste quand même. Enfin voilà, moi j'ai pleuré hein, dans ce livre, mais je veux dire, malgré tout, t'as toujours le côté plein d'espoir à chaque fois, et c'est très beau, et voilà. Et j'ai adoré ce livre, il était sublime, vraiment. Ouais, voilà, ben voilà, Mathilde. Mais c'est souvent ça, hein. C'est souvent ça. Ils arrivent à traiter des thématiques très tristes de façon hyper positive. Il y a toujours ce côté, voilà, c'est pour ça que j'appelle ça un peu du feel good japonais. Il y a toujours ce côté très plein d'espoir comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. La boîte noire de Shiori Ito. Voilà, je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'en ai pas mal parlé aussi. Donc, c'est un témoignage. Donc, c'est une histoire vécue par l'autrice Shiori Ito qui est une journaliste qui un jour, en fait, en dînant, après avoir dîné avec un homme qui voulait lui proposer un bon poste, s'est retrouvée à être violée par cet homme. En fait, il l'a droguée. Il l'a amenée dans sa chambre et il l'a violée. Sous prétexte que, bah, voilà, comme il lui proposait un poste important, hein, il avait tous les droits sur elle, c'est bien connu. Et Shiori Ito va devoir, donc ça raconte, ce livre raconte le combat de l'autrice pour arriver à faire entendre son viol. Puisque, évidemment, comme c'est un homme très haut placé, tout le monde va le croire lui et pas elle. Voilà, et ça va être très 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 compliqué, surtout au Japon. Hein. Voilà, c'était dur à lire, mais extrêmement intéressant et aussi plein d'espoir quand même. Hein, puisque, voilà, elle nous raconte un peu le mouvement qu'elle a pu créer, etc. Enfin, voilà, toute son histoire a été extrêmement intéressante. Shiori Ito. Voilà, je ne saurais que vous conseiller de le lire pour vous rendre compte un peu que ben ouais, MeToo c'est pas seulement en France et aux États-Unis, c'est aussi dans d'autres pays et même dans des pays qu'on dit très modernes comme le Japon, ben ils sont très très archaïques sur les droits des femmes. C'est très compliqué. Voilà. Alors, encore un truc féministe. Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-ju. Euh, ben, en fait, alors, c'est pas, alors là, c'est pas un témoignage, mais disons que l'autrice s'est quand même beaucoup inspirée de sa propre vie pour écrire le personnage de Kim Ji-young. Donc, Ji-young Kim, en fait, qui est donc, parce que c'est Ji-young, hein, son prénom. Pourquoi né en 82? Parce que c'était donc l'âge un peu de la femme lambda finalement au moment où elle a écrit. Euh, et donc en fait elle va brosser un portrait, le portrait d'une femme. Elle lui a mis un prénom et un nom très très commun. Voilà, et un âge moyen on va dire, voilà. Pour... pas de souci Magda, bonne nuit, merci d'être venue. Pour finalement voilà brosser le portrait de la femme en Corée pour expliquer la condition des femmes tout simplement et donc elle va raconter l'enfance donc en suivant la vie comme ça de Ji-young, son enfance etc comment voilà à l'école dès l'école primaire
on fait manger les garçons en premier à la cantine, par exemple, ce genre de choses. Enfin voilà, des petits trucs comme ça qui, additionnés, vont faire que, bon, on va se rendre compte que c'est très très problématique la condition des femmes. La peur, voilà, une fois adulte, la peur en prenant le bus seul. Moi, je me rappelle, je me suis beaucoup identifiée quand j'ai lu. J'avais peur aussi, parce que j'avais des souvenirs comme ça, des réminiscences de choses qui ont pu m'arriver à moi aussi, en fait. Et voilà, donc en suivant la vie de Ji Young, on comprend un peu ce que vivent les femmes en Corée. Et c'est un roman qui a porté une nouvelle vague de féminisme en Corée, ou peut-être même une première vague d'ailleurs. Vraiment, ce roman, oui, ça pour le coup, alors, parce que souvent c'est facile de mettre un bandeau, le roman phénomène, pour le coup, ça a vraiment été un roman phénomène, puisque vraiment ça a lancé un mouvement. Malheureusement, il y a eu le backlash derrière, c'est-à-dire que suite à ça, suite au fait que les femmes se soient réveillées comme ça, les hommes se sont sentis en danger, parce que vous comprenez, il faudrait quand même pas perdre leur privilège, quoi. Il faudrait pas qu'ils perdent leur privilège, et donc ils ont choisi d'élire un homme anti-féministe au gouvernement. Voilà, donc c'est le président coréen récemment élu qui est anti-féministe. C'est très très triste, mais c'est quand même le début d'un espoir. Et puis voilà, il y en aura d'autres. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment adoré ce roman. Vraiment, vraiment adoré. Il y en a qui ont trouvé que l'écriture était un peu froide. Moi, ça m'a pas gênée. Parce que c'est un genre de docu-fiction, finalement, hein, quelque part, voilà. Donc, je comprends que l'écriture ait été comme ça. Moi, ça m'a pas gênée du tout. Ça m'a pas empêché d'être en empathie avec le personnage, de m'identifier et tout. Alors, je suis pas coréenne, mais il y avait tellement de choses. Finalement, on a toutes les femmes du monde ont certains points communs, hein, voilà. Alors, je crois qu'on entre dans le top 3. Donc, Ring de Koji Suzuki. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de Koji Suzuki avec Darkwater, mais j'étais obligée évidemment de vous parler de la saga, de sa saga principale qui est Ring. Vous devez certainement connaître, à défaut de l'avoir vu, le film Ring, avec la vidéo maudite que quand on la regarde, on meurt 7 jours après, qui a donné un remake américain aussi, qui était pas trop mal comparé à voilà, Darkwater. Il y avait des bonnes idées dans le remake américain, mais bon, ils ont encore été aussi beaucoup dans les jumpscares, tout ça, pareil, ils n'ont pas compris l'essence de l'histoire qui se voulait quand même plutôt triste finalement, parce que ce qui est arrivé à Sadako dans l'histoire, c'est assez triste. Mais cette saga a vraiment une grosse, en tout cas en livre, a vraiment une grosse particularité. C'est que le film suit le premier tome. Premier tome qui est vraiment assez horrifique, avec une histoire de fantôme, enfin de revenant, voilà, de revenante en l'occurrence, hein, Sadako, qui revient tuer les gens un peu par vengeance. Bon, je vous raconte pas son histoire, mais c'est très très intéressant. Et après, ces autres films, c'est Hideo Nakata, si je me trompe pas, qui a réalisé. Je sais plus. Oui, si c'est ça. Je ne vais pas dire de bêtises. Bref, en tout cas, les autres films dans la saga Ring en film ne reprennent pas du tout les livres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont pas bons. Sauf un qui n'est pas dans cette intégrale-là, qui est à part, mais qui s'inscrit quand même dans la saga, c'est Ring Zero. Ring Zero qui est un préquel de Ring et qui raconte l'histoire de Sadako. Ça a été repris en film. Et d'ailleurs, si vous avez aimé Ring, que vous n'avez pas vu Ring Zero, regardez Ring Zero parce qu'il est absolument génial. Et il y a une scène, mais flippante. Voilà. Mais tout ça pour dire que, en ce qui concerne le reste de la saga en livre, ça n'a jamais été repris en film. Et c'est pas du tout ce à quoi on s'attend, puisque en fait, ça part complètement en science-fiction. Et je peux pas vous dire pourquoi, parce que c'est vraiment un twist de taré. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ça. Je me rappelle quand j'ai lu cette saga, je me suis dit waouh, mais c'est un truc de malade. Vraiment.
On va dire que ça part un peu en dystopie. Enfin voilà, je peux pas vous en dire plus. Mais cette saga est extraordinaire. Vraiment, mais pareil, tellement d'imagination, Koji Suzuki, d'avoir inventé toute cette histoire de Fufino. Voilà, donc et ce livre, j'en parlerai quand je ferai les livres qui ont changé ma vie de lectrice, parce que ça a vraiment marqué le début de ma découverte de la littérature japonaise, en fait. Voilà. Et c'était grâce au film que je me suis mis à lire le livre. Voilà, donc j'en reparlerai, j'aurai l'occasion d'en reparler. Top 2. Top 2, évidemment, le dévouement du suspect X, Keigo Higashino. Voilà, mon chouchou. Mon préféré de mon chouchou, le dévouement du suspect X. Donc, dans lequel on va suivre... c'est une femme qui va tuer son mari violent. Voilà, jusque-là. Quelque chose d'assez classique, finalement. Qui d'ailleurs, il s'en prenait à sa fille, en fait. Il s'en prenait à sa fille et elle va le tuer pour défendre sa fille. En fait, elle ne le fait pas exprès. Voilà, c'est plutôt un accident, en fait. Mais voilà, elle voulait absolument défendre sa fille. Elle va le tuer. Et bon, vous savez qu'au Japon, peine de mort, tout ça, machin, ils en ont rien à battre, que le mec c'est un homme violent, surtout, voilà, on connaît la condition des femmes au Japon. Mais c'est un voisin de cette femme qui est un professeur de mathématiques à la fac, qui est un peu un physicien déchu, en fait, puisque, voilà, il a eu des problèmes, alors je sais plus trop, voilà, ça va être dit dans le livre, mais... En gros, voilà, il a perdu un peu son poste important et il s'est retrouvé comme prof. Mais c'est un excellent physicien et un excellent mathématicien. Et il va vouloir aider, parce qu'il est amoureux de cette femme, et il va vouloir l'aider à cacher le corps et à cacher son crime, en fait. Et il va imaginer un fucking stratagème de malade aussi pour tromper la police. Et ce qui est génial, c'est que donc on va suivre en parallèle donc voilà, cette femme et cet homme qui vont chercher à dissimuler le crime, et la police, c'est ça qui est original aussi, et la police qui enquête. Donc à la manière un peu de Columbo, nous on sait déjà ce qui s'est passé, mais la police, elle sait pas, et donc on va la suivre en train de chercher les indices et tout ça, machin. Mais nous, en même temps, on n'a pas envie que la police résolve le crime. C'est bien la première fois qu'on lit un polar où on n'a pas envie que la police résolve le crime, en fait, parce que bon, bah voilà, c'était un mari violent, etc. Et en plus, le héros, le professeur de mathématiques, est hyper charismatique, voilà, c'est hyper intéressant. Franchement, mais... et c'est cette construction ultra originale, c'est fabuleux. Vraiment, vraiment génial. Ah là 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 là. Celui-là, c'est... Ah ouais, celui-là, il faut absolument le lire, Le dévouement du suspect X, il est fabuleux. Quelle construction originale, quel personnage charismatique, quoi. Et même les policiers aussi, les policiers sont hyper intéressants dedans, c'est ouf. Et voilà, enfin, c'est... Je ne vous en dis pas plus, mais lisez-le. Lisez-le, et puis voilà, on finira. Donc, je voulais finir à 10h30, c'est loupé. Bon, c'est pas grave, on finira avec mon préf des préfs. Voilà. Les mémoires d'un chat, de Hiro Arikawa. Un de mes livres préférés de tous les temps. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce livre. Il faut que je le relise. Il faut absolument que je le relise. Je suis tombée amoureuse de ce livre. Dans ce livre, on suit donc un homme qui a adopté une petite chatte qui s'appelle Nana. Je ne me rappelle pas du prénom du gars, mais je me rappelle du nom du chat. Et en fait, c'est une chatte ou c'est un chat d'ailleurs? Mince, j'ai un doute. Parce que je me souviens que Nana, même si ça fait prénom féminin, je me demande si c'était pas un chat au final. J'ai un doute. Bon, on va dire un chat dans le doute. Et le chat, en fait,
Voilà, du coup, au début, il va pas trop se laisser adopter. Je crois qu'il a la patte blessée ou je sais pas quoi. Et puis finalement, il va finir par s'attacher donc au jeune homme. Mais là, on bascule sur, on fait un petit flash forward, on va dire, voilà, quelques années plus tard. Malheureusement, l'homme doit faire adopter son chat pour une raison qu'on ne connaîtra qu'à la fin. Et en fait, il va partir à la recherche de quelqu'un. Il va faire le tour de tous ses amis, de toute sa famille, enfin voilà, des gens en qui il a confiance, pour trouver quelqu'un pour adopter son chat. Parce que voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi. Et en fait, à travers ça, à travers cette recherche voilà, de quelqu'un pour adopter le chat, il va y avoir donc à chaque personnage qu'on va rencontrer, on va avoir l'historique, donc l'historique de la relation entre ce personnage et notre protagoniste. Et donc du coup, on va connaître un petit peu l'enfance, l'adolescence, etc. Donc toute l'histoire finalement du protagoniste comme ça, au travers de ces différents personnages. Et également, en parallèle, on va suivre le point de vue du chat. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Parce que c'est très très drôle, le point de vue du chat qui juge les humains et tout. À chaque fois, c'est hyper drôle. Et puis, il y a aussi ce côté, les paysages d'Asie. Voilà, Hiro Arikawa, elle aime bien faire ça, enfin d'Asie, du Japon, je veux dire. Elle aime bien voilà, parler des paysages à chaque fois. Donc vraiment, c'est tout un road trip avec cet homme et son chat. Et purée, la fin m'a tellement bouleversée. J'ai chialé pendant des jours. J'ai chialé. Alors c'était très beau, hein, c'était très 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 beau, magnifique. Mais j'ai tellement pleuré que je crois qu'à chaque fois, en fait, à chaque fois que je repensais à ce livre, à chaque fois que je repensais à la fin du livre, je me mettais à pleurer. C'était un truc de fou. C'est incroyable. Voilà, et voilà, c'était tellement beau. Ah oui, c'est un chat, c'est pas une chatte. C'était tellement beau. Voilà, donc... et c'est vrai que jusqu'à présent, à chaque fois que je l'ai conseillé, je n'ai eu que des bons retours. Alors, bien sûr, on peut ne pas accrocher, hein, c'est un style, c'est une histoire. Mais pour l'instant, je n'ai eu que des bons retours. Alors peut-être que les gens qui n'ont pas aimé n'ont pas osé me le dire aussi, hein, ça c'est encore autre chose, mais... Mais voilà, en tout cas, je suis ravie, voilà, c'est mon livre de prédilection, c'est un livre tellement sous-coté, trop méconnu, il mérite tellement plus que voilà, puis en plus, alors si vous aimez les chats, c'est jackpot, voilà. Parce que les Japonais adorent les chats, ils les vénèrent et on le voit encore hein, dans ce livre. Et voilà, je vous aurai tout dit. Et du coup, je reviens là et on va dire au revoir déjà à YouTube. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce top 30 vous aura plu, vous aura donné des idées de lecture. Voilà, c'est très très japonais hein, et pas mal coréen aussi. Mais bon, voilà, c'est mes goûts. Et puis, du coup, la prochaine vidéo sur YouTube, ce sera mon bilan lecture. Voilà, il n'y aura pas beaucoup de choses. Hein. Je sais, je suis un petit peu en panne de lecture en ce moment. Je lis, mais voilà, de façon assez sporadique. Donc voilà, vous verrez bien. Vous verrez bien. Sur ce, je vous dis donc à bientôt pour ce petit bilan lecture et j'espère que vous participerez au challenge Lisons l'Asie. N'hésitez pas, les liens seront en barre d'infos. Voilà, bisous bisous. Ciao.